expérience humaine a été découvert il y a 42 ans. Il a fait de ravages à travers le monde. L'on estime à 84 millions le nombre de personnes infectées à travers le monde et c'est ce virus qui cause le sida. Et le 1er décembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. La situation mondiale fait état en 2024 de 630 000 personnes décédées de causes liées au VIH-Sida et de 1,5 million de personnes qui ont contracté une infection à VIH et 29,8 millions ont accès au traitement. On en parle dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Je suis ravie de vous savoir de plus en plus nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Et ce soir, nous nous intéressons au VIH-Sida. Vous le savez, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion de nous intéresser à cette maladie et surtout de vous rappeler que le virus du sida est toujours là, malgré les avancées scientifiques, les traitements allégés et qu'il ne faut pas oublier de continuer le combat. À ce jour, au Cameroun, les résultats de l'enquête Camfia 2024 restent attendus, mais la prévalence connue jusqu'ici est de 2,4%. Ceci étant, de nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour. Au moment où le Cameroun célèbre la 10e édition du mois camerounais de lutte contre le VIH-Sida et la 38e journée internationale de lutte axée sous le thème surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Nous, ici sur ce plateau, nous allons essayer de vous édifier et ce sera avec deux experts engagés dans la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Et comme il est de tradition, je ne suis pas seule sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Cécile Freddy. Bonsoir Mireille, bonsoir à vous les millions de téléspectateurs qui nous regardez ce soir. Que Igié soit avec vous, c'est la déesse de la santé. Là, je suis dans la mythologie grecque. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir Freddy, bonsoir Mireille. C'est un plaisir renouvelé d'être encore là pour cette édition de Check-up. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez ce soir, Cécile, Freddy ? Alors, dans Mode de santé ce soir, nous allons nous intéresser à la relation qui existe entre, bien sûr, ce qu'on va appeler l'état des toilettes et la santé de nos enfants. Et moi, Mireille, avec les téléspectateurs, on va parler aujourd'hui des avancées significatives dans les innovations scientifiques et technologiques, IST. Et je le rappelle qu'il n'a rien à voir avec l'infection ou encore les infections sexuellement transmissibles. On parlera de ça tout à l'heure. À tout à l'heure pour en savoir davantage sur vos rubriques, Cécile et Freddy. Ah, bien, merci. Dans Check-up, en plus des thématiques abordées, nous revenons sur quelques informations majeures qui ont marqué la semaine en matière de santé et quelques-unes ont été recensées par Elisabeth Ngoum. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Check-up. Dans l'actu santé, cette semaine, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour commémorer la 38e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, ce 1er décembre 2025. Campagne de dépistage gratuit, causerie éducative et sensibilisation sur le fléau qu'est le VIH-Sida ont été organisées dans plusieurs centres de santé sur l'ensemble du territoire camerounais. Le thème de cette année est « Surmonter les bouleversements, transformer la riposte au sida ».
Le personnel d'imagerie médicale et de radiothérapie à l'école des bonnes pratiques de l'échographie, c'était au cours du 19e congrès de l'Association camerounaise du personnel d'imagerie médicale et de radiothérapie. Au menu des travaux, un recyclage sur les bonnes pratiques de l'échographie. Le congrès s'est achevé dans la ville de Douala par l'élection du nouveau bureau de cette association. Dans la région du sud-ouest Cameroun, l'hôpital militaire de Beya ouvre ses portes aux populations. Une grande campagne de sensibilisation contre plusieurs maladies a été organisée, avec pour principal objectif d'offrir des soins de santé aux personnes vulnérables. On parle également de sécurité et efficacité des vaccins. La mise au point du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, qui a démenti des rumeurs et des fausses allégations abondamment relayées sur la toile ces derniers jours autour de la sécurité des vaccins administrés aux enfants à travers les campagnes de santé au Cameroun, l'occasion de rappeler qu'une grande campagne de déparasitage et de lutte contre la polio va se dérouler du 4 au 13 décembre 2025 dans les 10 régions du Cameroun. Elle concerne les enfants de moins de 5 ans avec pour objectif réduire la mortalité infantile de 24%, une annonce qui a été faite au cours d'un café média organisé dans la capitale politique Yaoundé. Et voilà qui referme ce point autour de l'actualité sanitaire au Cameroun. Merci Elisabeth et à la semaine prochaine avec d'autres informations. Intéressons-nous à la santé de nos tout-petits dans les établissements scolaires, tant privés que publics. On a constaté, et c'est devenu un phénomène de mode, que de nombreux élèves se retiennent d'aller uriner ou encore d'aller à la selle, et pour cause, l'état des toilettes parfois inexistant dans certains établissements, et ceci n'est pas sans conséquence sur leur santé. Et c'est l'objet de la rubrique mode et santé de ce soir. Question toute bête à Freddy Christelle. Qu'est-ce que tu en penses en fait de cet état de choses? Puisque très souvent à l'école, on sait que quand on punit un enfant, on lui demande tout simplement va laver les toilettes. Ah oui, je pense que en tant que parent, j'ai été élève moi aussi. Et aujourd'hui, je peux répondre à cette question en fonction de mon analyse à moi. Je pense que les responsabilités sont partagées. La saleté dans les toilettes revient à la responsabilité de l'établissement et des parents. Pourquoi la responsabilité des chefs d'établissement? Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont la responsabilité de soigner l'hygiène qui devrait résider dans les toilettes. Maintenant, les parents, c'est pourquoi je leur adresse également cette même responsabilité. Parce qu'une fois que vous allez à l'école rendre visite à vos enfants, vous deviez regarder, observer le cadre dans lequel vivent vos enfants. Parce qu'il y a les réunions des parents d'élèves, où on parle souvent d'APE. Vous avez la possibilité de regarder l'enceinte de l'établissement pour voir est-ce que l'environnement est propice pour l'épanouissement des enfants. Parce qu'il y a des établissements scolaires, oui. On l'a constaté qu'ils n'ont carrément pas de toilettes. Et pour dire vrai, l'habitacle d'un individu, on devrait commencer par les toilettes. Parce que c'est de là que la santé d'un individu est garantie. Si vous n'avez pas de toilettes, je suis sûr à 90% qu'à chaque fois, vous serez malade. Et alors, quand je parlais des parents, c'est qu'une fois qu'ils ont constaté qu'il n'y a pas de toilettes, ils doivent se plaindre à l'administration de l'école. Et maintenant, l'argent qu'on donne pour l'APE, si il n'y avait pas de toilette, on devrait en construire. Merci. Alors, moi, je vais vous poser une question. Permets-moi, Cécile. Freddy, est-ce que tu as eu à laver les toilettes quand tu es... oui, bien sûr. On dit comme punition, peut-être tu arrives en retard à l'école, ta punition va laver les toilettes. Oui, je pense que tous ceux qui ont fait l'école primaire ont au moins une fois lavé les toilettes. Et justement, à l'établissement, on ne prend pas les garanties. C'est vrai qu'on peut demander à n'importe qui d'aller laver les toilettes. C'est tout à fait normal, parce que c'est nous qui utilisons ces toilettes. Mais on ne prend pas les... normal, c'est pas normal, c'est pas normal parce que... un enfant d'aller il n'y a pas de garantie. Dans un lieu insalubre. Comme on dit souvent, on doit apprendre aux enfants à travailler. Mais on ne prend pas les mécanismes... Il n'y a pas de mécanisme mis en place pour préserver les enfants d'une quelconque maladie. Même nous étant adultes, quand on va laver les toilettes, on portait des gants.
on va avec l'eau de javel. Il y a quelques tips pour justement laver ses toilettes. Est-ce qu'on enseigne ça aux enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, pour toi, la responsabilité devrait les parents revenir au chef au responsable de l'établissement. Donc un responsable d'établissement ne devrait pas demander à un enfant d'aller laver les toilettes. Oui, c'est vrai que c'est extrême de demander à un enfant d'aller laver les toilettes. Mais c'est vrai aussi que tout à l'heure dans le Vox Pop, il y a des gens qui disent aussi qu'ils ne veulent pas payer de personnel dédié pour nettoyer les toilettes. Donc du coup, vous pensez qu'ils vont se débrouiller comment? Mais je pense que ça va être aux enfants de faire cette tâche. Mais je pense que dans une école primaire, par exemple, il y a de la cire au cours moyen 2. Mais quand on commence à être au cours moyen 1, au cours moyen 2, on devrait enseigner un certain nombre de choses aux enfants. Pourquoi pas leur demander d'aller laver et de leur montrer comment on fait, de les assister lors de ces différents lavages-là? Bon, maintenant qu'on a planté le décor spécifiquement au Cameroun, ça c'est la situation au Cameroun, on va peut-être s'intéresser aux répercussions sur la santé justement, parce qu'on se demande est-ce que c'est normal pour un être humain de se retenir d'uriner ou encore de retenir des selles pendant très longtemps de façon répétitive, parce que l'enfant va à l'école et chaque fois c'est le même scénario parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans les toilettes qui sont disponibles de ce côté. Donc, les conséquences peuvent peut-être être au niveau de la santé. Elles sont sûrement au niveau de la santé, autant pour moi. Je propose que l'on aille donner la parole au docteur Stéphane Yossa Chokoteux, tout simplement. Il est médecin pédiatre et on revient derrière pour pouvoir discuter, en fait. D'accord. Première conséquence, on a les infections urinaires qui sont dues à la stagnation des urines qui va voir s'y développer, s'y multiplier les germes. Deuxièmement, on a la perte de contrôle de la vessie ou énurésie. Donc l'enfant va recommencer ou commencer à uriner sur lui. Ça concerne plus les plus petits. On a également les douleurs abdominales qui sont une conséquence des infections urinaires. Donc on voit fréquemment, c'est l'un des motifs les plus fréquents de consultation, les douleurs abdominales de l'enfant. Et quand on interroge, on se rend compte que ces enfants n'utilisent pas ou bien n'ont pas accès à des toilettes ou des toilettes propres. La rétention des selles va plutôt entraîner les constipations parce que les selles qui vont stagner vont devenir dures. Et plus elles sont dures, plus elles vont être difficiles à évacuer, même quand l'enfant aura enfin accès à des toilettes convenables. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un cercle vicieux. On a également les mêmes conséquences d'irritabilité, de gêne et d'anxiété. À la suite donc de notre expert, on se rend compte que c'est une très mauvaise habitude que de se retenir soit d'uriner, soit d'aller à la selle et que ceci a d'énormes conséquences sur la santé, tant bien chez les enfants que chez les adultes. Et si tu me permets, Cécile, vous allez constater que souvent, il y a des enfants qui rentrent de l'école avec les selles. Sur eux, parce que justement, ils ne se sentent pas confortables à aller dans ces différents lieux réservés pour... Parce qu'il essaie de courir pour attraper la toilette, mais c'est sorti plus tôt et il a dû faire les selles sur lui. Parce qu'en réalité, il trouve ça immonde et l'environnement n'est pas propice pour qu'il puisse se soulager. Est-ce qu'on va dire vivement que les responsables d'établissement prennent leurs responsabilités en main parce que c'est un fait, le médecin l'a dit, vous exposez les enfants à de nombreuses maladies, que les parents également prennent leurs responsabilités. Si vous voyez un établissement où les toilettes les toilettes sont insalubres, remontez l'information aux responsables. Oui, justement. Sinon, les conséquences, vous serez appelé à ramener parce vos que enfants à l'enfant l'hôpital. peut souffrir de constipation aiguë. Vous allez avoir des problèmes de digestion, vous allez avoir des infections urinaires. Il y a beaucoup de problèmes autour qui va vraiment... Après, vous allez dépenser beaucoup trop d'argent. Donc, on exhorte toujours de résoudre le problème en amont dans la prévention plutôt que dans le curatif. Honnêtement, sans diplomatie, il faut bien qu'on demande aux chefs d'établissement de laver leurs toilettes. Voilà. Sans diplomatie. Non, faut pas. On va clore. Laver les toilettes. Merci. C'est le minimum qu'on peut vous demander. On va conclure avec cette belle pensée. Très bien, Cécile. Voilà, on va rester ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Alors, place à présent à la découverte scientifique et technologique en santé. Freddy,
Lorsqu'on parle de découvertes scientifiques et technologiques, on s'adresse à Freddy. Oui. Grab the floor, comme on dit souvent chez les anglo-saxons. Thank you, Mireille. Alors, on va essayer avec vous de changer la carte du monde, ok, de changer le narratif. Essayons ensemble. On va essayer ensemble de changer justement ce narratif-là. On va parler des avancées significatives pour les meilleures prises en charge contre le VIH/SIDA. Alors, les innovations scientifiques et technologiques récentes dans la prise en charge du sida, VIH, comme je disais, incluent la PrEP. La PrEP, c'est quoi? C'est la prophylaxie pré-exposition injectable à longue durée d'action. Alors, comme par exemple le lenacapavir, on a également des avancées immunothérapie. En termes d'innovation, on a aussi des vaccins basés sur des anticorps monoclonaux et l'utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier les cellules du patient. Alors, il faut rappeler que la PrEP, comme je disais, a été initiée et commercialisée en 2012 sous forme de comprimés. Et en 2011, on est passé à la phase injectable. La PrEP injectable à longue durée d'action est un traitement préventif injectable qui peut être administré tous les 6 mois. Donc après chaque 6 mois, vous allez à l'hôpital pour prendre une nouvelle injection pour être sous l'effet de la PrEP. Je vous ai dit plus haut ce que c'est que la PrEP, et ceci offrant une alternative à la PrEP orale quotidienne et améliorant potentiellement l'observance. Ça veut dire qu'on a commencé par la PrEP orale et par la suite la technologie avancée, on se retrouve aujourd'hui avec la PrEP injectable. Et la PrEP injectable vous donne la possibilité d'être garantie sur un terme, c'est-à-dire 6 mois, et vous pouvez d'ailleurs le renouveler. Il faut rappeler que les essais cliniques ont débuté avec des candidats vaccins innovants. L'un d'eux utilise des anticorps monoclonaux pour cibler les cellules dendritiques et stimuler la production d'anticorps anti-VIH, montrant les résultats prometteurs en termes de réponse immunitaire. Quand vous jetez un regard à l'écran, vous voyez bien la PrEP, c'est de ça que je parle, qui n'a rien à voir avec la pilule bleue, parce que dans l'imagerie, on dit pilule rouge, on parle de la pilule bleue, sauf que la PrEP a bien voulu prendre la teinte bleue. Parlons de la prévention à la guérison. On peut en être fier. Être fier de quoi? Des découvertes qui s'activent. On note aussi des innovations dans le traitement et la guérison, des immunothérapies et thérapies géniques. Le cas de la CRISPR-Cas9. Des chercheurs utilisent cette technologie pour modifier les cellules afin de produire des anticorps ou encore des anticorps anti-VIH avec la capacité de s'adapter à l'évolution du virus. On associe des stratégies telles que shock and kill. On a aussi le block and kill, qui sont les approches qui visent à éradiquer le VIH en forçant les virus cachés dans le réservoir à sortir du corps pour être éliminés. De nouveaux médicaments comme le lenacapavir, qui agit sur la capside du virus, est déjà utilisé comme traitement curatif pour les souches résistantes. Des recherches en cours visent à trouver également des petites molécules capables de maintenir le virus en état de dormance profonde ou de l'éliminer complètement en utilisant l'intelligence artificielle pour accélérer justement le processus. Et il faut souligner que le coût, parce qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est accessible à tous et à chacun? Alors je réponds à cette question. Le coût reste élevé, et rappelons que de nouveaux traitements comme le lenacapavir est un défi justement majeur. Des efforts sont justement déployés pour rendre ce traitement plus abordable, notamment en visant un coût générique comparable à celui de la PrEP orale, parce que jusqu'ici, la PrEP orale coûtait moins cher comparé à la PrEP injectable.
Merci Freddy. Nous allons tout à l'heure poser la question à nos invités. Vous le savez, nous parlons ce soir dans la thématique principale est la lutte contre le VIH-Sida. Justement, pour ceux qui ont été attentifs, ils ont vu que nous sommes à la sortie de PINS, voilà, qui symbolise justement la lutte contre cette maladie-là. Le mien, il est là. Voilà, oui. Il est plus petit. C'est pas un phénomène. Rappelons que c'est pas un phénomène de mode. Ça n'a rien à voir avec la mode. C'est pour sensibiliser les uns et les autres. Tout à fait, parce que nous sommes au lendemain de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est pourquoi nous avons abordé ce PINS-là. Donc, tout à l'heure, on va poser la question à nos invités de savoir si la PrEP, toutes ces innovations qui viennent révolutionner la prise en charge du VIH-Sida sont déjà disponibles au Cameroun, et si oui, à quel coût est-ce que les Camerounais peuvent en bénéficier? Mais avant de recevoir nos invités, nous allons découvrir le centre de traitement agréé du VIH-Sida de l'hôpital Lakentini de Douala, qu'on appelle communément hôpital du jour, et c'est dans l'incursion. L'incursion qui est menée par Elisabeth Ngoum, Marius Kossou et Noël Echou. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Le sida n'est pas terminé. Et le chemin qui mène à sa fin est encore entaché de nombreux obstacles que nous devons ensemble lever. Dans cette optique, la prévention et la prise en charge de la maladie avancée permettront de réduire davantage la mortalité due au VIH. Le VIH-Sida demeure un problème de santé majeur au Cameroun. Ce rappel est du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Abstinence, dépistage et port du préservatif, ce slogan reste d'actualité en 2025. Le sida existe et continue d'être la source de grincement de dents dans de nombreuses familles au Cameroun. En 2024, par exemple, 3220 nouveaux cas ont été enregistrés. Et les jeunes âgés entre 15 et 24 ans représentent la tranche d'âge la plus touchée, révèlent les professionnels de la santé. La prévalence du VIH demeure élevée dans notre pays. On a à peu près 2,7% de la population qui sont infectés par la maladie. Cette prévalence a baissé par rapport aux années antérieures où nous étions pratiquement à 5%. Mais nous pensons que la maladie reste et donc nous devons continuer à sensibiliser sur le dépistage des personnes infectées. Notamment parce que la tranche d'âge qui est représentée dans les nouvelles infections, c'est la tranche des enfants atteints ou adolescents atteints âgés de 15 à 24 ans. C'est la tranche dont la plus touchée par les nouvelles contaminations. Donc nous lançons un appel aux jeunes, aux adolescents, à venir donc se faire dépister. Des dépistages gratuits, il y en a eu dans plusieurs centres hospitaliers au Cameroun dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ce 1er décembre 2025. Jeunes, hommes et femmes se sont volontairement soumis aux tests afin de connaître leur statut sérologique. Vous venez me faire dépister, premièrement parce que j'ai un enfant que je porte en moi. Et j'ai le souci que cet enfant naisse dans de bonnes conditions. Il est important de connaître son statut sérologique afin d'éviter de propager la maladie. Oui, je suis très satisfait parce que ça prouve qu'on doit être responsable dans le choix de nos partenaires avec qui nous traitons. La deuxième fois que je fais le test et je suis contente de continuer ce processus. Et je suis venue le faire une deuxième fois pour me rassurer que je suis en santé. Car vraiment c'est très important, voire même primordial de se rassurer que nous sommes en bonne santé. Non, je n'ai pas l'habitude de le faire. J'étais de passage et j'ai vu l'organisme et je me suis approchée pour le faire. Moi, je me suis senti intéressé. Bon, je suis venu dire mieux ne pas perdre ma journée et venir faire mon test de dépistage parce qu'on ne sait jamais avec les filles que nous sortons dehors. Au-delà des prises de sang, il s'est également agi pour les infirmiers, médecins et pères éducateurs de prodiguer des conseils aux patients afin de leur faire éviter des contaminations. Les relations sexuelles non protégées ne sont pas le seul mode de contamination au VIH-Sida. Ce n'est pas uniquement par voie sexuelle que l'on contacte cette maladie et beaucoup de personnes ignorent qu'ils ont ça.
beaucoup. Donc c'est mieux de venir se dépister parce qu'on ne sait jamais. Causerie éducative, B2B, témoignages, discussions, tout y passe pour barrer la voie à ce fléau qu'est le VIH-Sida. Et qu'en est-il du préservatif? Son utilisation pendant les rapports sexuels, c'est l'une des méthodes recommandées par les professionnels de santé. Pourtant, sur 5 jeunes rencontrés dans la métropole économique Douala, 2 attestent y faire encore recours. De nos jours, je constate dans la société que certains jeunes comme moi ne l'utilisent pas du tout. Déjà, eux, ils préfèrent, ils disent qu'on ne mange pas la banane avec la peau. On utilise. Parce que la voie sexuelle, c'est la première voie laquelle la jeunesse est ouverte. Le VIH, l'utilisation de préservatif est très utile contre l'infection. Plusieurs fois, j'utilise le préservatif pour lutter contre les maladies. Surmonter les bouleversements, transformer la riposte au sida, tel a été le fil conducteur des nombreuses activités organisées dans le cadre de la 10e édition du mois camerounais contre le VIH-Sida. Nos invités sont déjà avec nous sur ce plateau pour la deuxième partie de votre magazine de la santé. Docteur Nathalie Elonkana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du centre de traitement agréé, en abrégé CTA, centre de traitement agréé du VIH à l'hôpital Lakentini de Douala. C'est exact. Et il faut dire qu'à la base, vous êtes médecin de santé publique, experte VIH ou alors expert VIH. Vous avez travaillé avec divers partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé dans la mise en œuvre du management des projets VIH. Et à l'hôpital Lakentini où vous travaillez, dites-nous, docteur, vous vous occupiez de la prise en charge de près de 5500 personnes vivant avec le VIH-Sida. Est-ce que votre hôpital est le seul centre de prise en charge dans la région? Non, il y en a plusieurs. Il y a des unités de prise en charge qu'on appelle UPEC. Il y a des centres de traitement agréés comme le nôtre. Le ministère de la Santé a vraiment rendu accessible la prise en charge du VIH. Donc, dans presque toutes les formations sanitaires, il existe des centres de prise en charge. Bon, la particularité, c'est que l'hôpital Lakentini de Douala, c'est quand même la plus grosse formation sanitaire du littoral. C'est peut-être ça la particularité de... Parce que si seulement l'hôpital Lakentini de Douala a 5500 personnes qui vivent avec le VIH-Sida et qui sont suivies là-bas, et qui a d'autres formations, vous avez parlé des UPEC, ça veut dire que le nombre de Camerounais infectés par le VIH est considérable. Oui, c'est pour ça que c'est un problème de santé publique. Bon, il ne faut pas être alarmiste considérable, ça a beaucoup évolué. Parce qu'un seul hôpital avec ce nombre-là, imaginez le nombre qu'on va retrouver dans les autres. Vous avez dit à Mireille de ne pas être alarmiste. Mais quand il s'agit de parler du paludisme, on n'a pas de gêne à en parler. Mais pourquoi quand il faut évoquer le VIH-Sida, il faut rester dans un certain enclos? J'ai le sentiment qu'on a peur de choquer quand on parle de VIH-Sida. Non, pas du tout. Je disais ne pas être alarmiste parce que beaucoup d'efforts ont été faits. Et quand on parle du VIH-Sida, on parle de personnes vivantes avec le VIH. Parce qu'en réalité, c'est pas des malades. Aujourd'hui, nous avons des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement depuis 25-30 ans, qui mourront certainement d'autres choses et pas de VIH. Donc, voilà, c'est une maladie chronique avec laquelle on vit. On est porteur du virus, mais à partir du moment où on se fait prendre en charge, et on mène une vie tout à fait normale, on ne développera jamais les signes, on n'ira jamais au stade de sida. C'est pour ça que nous parlons dans notre centre nous suivons les personnes vivant avec nous ne suivons pas des patients en général. C'est très peu, une proportion assez faible qui font la maladie. D'accord. Voilà. Et également,
comme invité sur ce plateau Boris Victorin Tachenyo Nyodom. Vous êtes responsable de cellule régionale pour les régions du littoral, du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest dans le cadre du projet Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir déjà. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Tchekop. Merci. Alors, 4 régions seulement à vous seul. Est-ce que c'est facile concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est vrai qu'en parlant de 4 régions, ça paraît très grand, mais pour 4 régions, c'est un travail qui se mène de coordination avec beaucoup d'autres organisations qui interviennent dans les différentes régions. Ça veut dire qu'avec l'approche multisectorielle de lutte contre le VIH, tous les parties prenantes, les sociétés civiles qui travaillent, le gouvernement a permis de consacrer les efforts des différentes organisations pour pouvoir s'aider mutuellement à pouvoir atteindre des objectifs qui est de réduire la morbidité et la mortalité. Et dans le cadre du projet Fonds mondial, dont ici il est question de travailler avec toutes ces organisations qui sont impliquées depuis des années dans la lutte afin que les efforts soient rassemblés sous un seul plan afin de pouvoir contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Donc lorsqu'on parle de 4 régions, nous ne sommes pas directement ceux qui mettons en œuvre les activités, mais notre rôle est de coordonner les efforts de toutes ces organisations. Dans ces régions, nous en avons presque 17 et nous sommes plusieurs ayant ce poste pour pouvoir mener cette activité. Alors, quand vous parlez de coordonner ces organisations, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la coordination? On parle quand même du Fonds mondial de lutte contre le VIH. Ok. Et on sait que le Fonds mondial n'est pas basé au Cameroun, c'est un partenaire dans la lutte. Ok, lorsqu'on parle du Fonds mondial ici, il s'agit effectivement d'une dotation qui a été faite au gouvernement camerounais et dont il y a plusieurs récipiendaires, à savoir CARE, Cameroun, CHP, Affirmative, Action, et toutes ces organisations en fonction des différentes cibles, des populations clés qui ont des forts taux de prévalence de VIH/SIDA, qui sont un peu comme des poches la transmission du VIH. Ils doivent travailler dans là. Et vu que ces acteurs ont l'habitude de travailler avec des organisations à base communautaire qui déjà intervenaient dans le cadre du VIH depuis très longtemps, l'idée ici est d'orienter les interventions suivant le plan stratégique national de lutte contre le VIH, la politique donc que le gouvernement a adoptée à travers des activités. Nous avons des activités donc communes que nous devons mener, telles que les campagnes de dépistage dans ces endroits inaccessibles souvent pour les bénéficiaires qui ne vont pas aisément en formation sanitaire. Et il faut également entre autres ajouter qu'il y a des activités de prévention que toutes ces organisations menaient, et notre rôle est effectivement de nous rassurer que les activités qu'ils mènent sont en concordance avec ce que les politiques nationales veulent. Donc c'est un peu ça le travail. Et notre rôle est plus dans l'accompagnement de ces organisations. D'accord. Alors, docteur Elon, dites-nous, quels sont les freins principaux au dépistage? Vous savez, les hommes, ils vont pas spontanément dans les formations sanitaires. C'est vrai que quand on voit la prévalence au Cameroun, c'est 2,7, mais les femmes sont plus touchées. Mais on pense que les hommes sont peut-être moins touchés aussi parce que ils n'ont pas souvent accès, ils ne vont pas spontanément, contrairement aux femmes. On sait dans le cas des consultations prénatales, c'est elles qui amènent souvent les enfants à l'hôpital. Donc, ils sont plus en contact avec les formations sanitaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des stratégies d'aller vers eux dans les communautés, et même on a aussi développé ça à un moment, le dépistage, l'autotest, de se faire tester soi-même à la maison, et si le test est réactif, de se rapprocher d'une formation sanitaire. Donc en réalité, peut-être c'est dans les communautés rurales, et là même on y travaille beaucoup, peut-être une question de communication, mais on a même adapté les messages en langue locale et tout. On a impliqué les personnes de la communauté, les chefs notamment, les notables, toutes ces personnes-là qui ont un certain ascendant moral sur la population. Donc en réalité, il y a très peu de barrières. Je pense que l'idée, c'est de continuer des occasions comme le mois du VIH sont justement l'occasion d'encourager les personnes à se faire dépister, et aussi de se dire que le dépistage c'est quelque chose de dynamique. C'est pour ça qu'il faut se retester, parce que on peut être exposé à un moment ou une autre de sa vie. Donc voilà le message, de se faire dépister le plus souvent possible. Permettez-moi, je marque un gros intérêt et une admiration pour Boris.
qui, à son jeune âge, est déjà face au... C'est vrai que je ne veux pas... c'est pas ça le sujet, mais qui déjà, à son jeune âge, est au service des autres. Bonsoir Boris. Et j'ai envie de savoir, vous qui êtes en contact avec, contact permanent avec les PVV, personnes vivant avec le VIH, comment se manifeste justement la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes, ces personnes, vu que vous discutez, et il y a des patients qui se confient à vous. Comment ça se passe? Bon, en ce qui concerne les patients, la stigmatisation, bon, c'est quelque chose qui est quand même, qui était ancré dans les mœurs, mais avec le travail, comme le docteur l'a si bien précisé, il y a beaucoup il y a beaucoup de points qui sont déjà déconstruits et beaucoup commencent déjà à s'affirmer. Beaucoup ne s'affirment pas. Hein. Pour faire cette émission, j'en ai contacté au moins une dizaine qui disent non, je ne parle pas à la télé. Parce qu'après, quand je suis sortie de la télé, là, on va me jeter les cailloux, on va me faire ceci, on va me stigmatiser, je ne pourrais plus travailler. Dans mon lieu de service, personne ne sait que j'ai ça. J'aurais fait de même. Donc, quand vous dites qu'il n'y a plus... Lorsqu'on dit s'affirmer, ça veut dire que déjà, il y avait plusieurs niveaux de stigmatisation. Il y avait ce qu'on appelle l'autostigmatisation. Ça veut dire que le simple fait de me dire qu'une personne était malade la plupart du temps, il s'auto-stigmatisait, il se retirait. Mais aujourd'hui déjà, avec toutes les communications et que les gens savent qu'ils peuvent vivre avec cette maladie, puisque avec ce virus, parce que c'est pas une maladie, donc quand une personne est infectée, il n'est pas forcément malade. Donc ça fait déjà qu'il y a déjà, au niveau du patient proprement dit déjà, il y a déjà cette déconstruction qui est faite dans la communication. Maintenant, le véritable challenge aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'entourage. Ça veut dire que les gens subissent parce qu'ils se disent par représailles, parce que si on imagine quelqu'un qui a un travail et qui dit il est séropositif et qui n'arrive pas à exercer son travail, alors il ne pourra même plus pouvoir son pain. Donc les gens ne se retirent pas forcément parce qu'ils ont peur, mais ils ont plus peur des représailles que le fait de se révéler peut entraîner dans leur vie au quotidien. Les représailles, c'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Oui. Le regard que les autres portent sur nous. Oui, c'est le regard que les autres portent sur nous. Et ce regard, justement, c'est, comme le docteur l'a dit, c'est le point sur lequel il est donc question d'échanger. Vraiment, c'est pourquoi nous menons des activités de sensibilisation, des plaidoyers au niveau de la communauté. Ici, dans la logique de pouvoir déconstruire ces éléments. Donc, alors, moi, ce que je veux, je comprends un peu la question de Frédéric. C'est-à-dire, quand vous allez en communauté, lorsque il y a des personnes parmi les PVV qui vous disent que bon voilà, moi on m'a chassé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vous disent concrètement souvent. Qu'est-ce qu'elles vous racontent terre à terre? Oui, parce que justement, on veut savoir. La maladie est souvent plus mortelle. Non, le regard est souvent plus mortel même que l'état dans lequel on se trouve. Parce que je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Parce que chacun a son histoire. Si l'on prend le cas de Madame X, parce que ça lors de nos ateliers de plaidoyer, il y a Madame X dont je vais taire le nom, qui effectivement, lorsqu'on faisait les éducations thérapeutiques, elle déclare effectivement qu'après avoir révélé son statut, elle a été victime de VBG par son mari, qui pour lui VBG, violence basée sur le genre. Oui, de violence basée sur le genre. On a célébré il y a quelques jours, le 25. De violence conjugale, qui lui l'accuse d'avoir été infidèle et pour tous ces éléments. Donc, ici, elle se retrouve dans un environnement où elle ne peut plus rester parce que le mari l'a rejetée de chez elle. Et le but dans des associations ici est de les accompagner et les aider à se réintégrer. Donc, on prend Madame X en charge, on l'accompagne déjà dans une clinique juridique, plus dans le cas du projet, nous avons des cliniques juridiques pour déjà une prise en charge psychologique et éventuellement des cas de blessures. Ça, c'est ce que nous avons fait pour cette Madame X. Et par la suite, il était donc question de pouvoir essayer donc de discuter avec l'environnement, parce que lorsqu'on dit, le docteur parlait aussi de l'autodépistage, il est également question de pouvoir tester les partenaires de Madame X. Il est question donc de communiquer avec le mari de Madame X pour lui expliquer effectivement qu'il a été exposé et que forcément s'il a été exposé, ce n'est pas forcément la dame qui a transmis la maladie. Et le plus dur, et qui est infidèle. Le plus dur ici,
c'est que la plupart considèrent toujours, lorsqu'on arrive dans ce cas de figure, que lorsqu'ils ont été infectés, ça veut dire forcément... Par voie sexuelle. C'est pas forcément par voie sexuelle, même si c'est par voie sexuelle, la plupart partent du postulat que s'ils ont été infectés, c'est fini pour eux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, puisqu'on est encore au niveau de l'infection. C'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de dépistage et nous avons plusieurs stratégies, telles que le dépistage démédicalisé, qui est une approche qui vise vraiment à aller en toute discrétion dépister les personnes, et une technique que nous appelons aussi l'ICT, l'Indice Testing, ça veut dire qu'à partir des personnes positives, pour pouvoir dépister ces personnes. Donc lorsque nous allons maintenant, il est question d'échanger avec déjà l'entourage, lorsqu'on fait ce dépistage, pour leur parler de la maladie, pour leur dire effectivement qu'on peut vivre avec, afin de déconstruire déjà leur réaction vis-à-vis de Madame X. Et ça, c'est un exemple qui s'applique par exemple pour ce cas, et également dans toutes les autres situations similaires que nous pouvons rencontrer dans la communauté avec nos partenaires. Moi, j'avais une question, s'il te plaît, Freddy. Moi, je voulais revenir justement sur le cas des couples. Là. Oui. Lorsque les couples viennent se faire dépister et que ce n'est que l'un des partenaires qui est malade, je suppose que ça devient compliqué à expliquer. Comment est-ce qu'on fait dans ces couples où... Est-ce qu'il est possible de retrouver des couples où l'un des conjoints vit avec le VIH et l'autre pas du tout? Non, mais c'est possible et ça existe. On appelle ça les couples sérodiscordants. Ça existe là où l'un des partenaires est infecté et l'autre ne l'est pas. Je pense que on a ce qu'on appelle, on a les accompagnateurs psychosociaux qui sont formés au conseil, qui savent comment amener les couples à se faire dépister ensemble, même à partager le statut, parce que c'est même dans l'accompagnement souvent, quand on a une personne qui est dépistée séropositive, on l'amène à ce que dans les plus brefs délais, en tout cas, qu'elle puisse partager le statut avec son partenaire. Et ça, donc, je vais dire, ça existe, et c'est tout à fait possible de vivre comme ça, parce que maintenant, quand on prend le traitement antirétroviral, quand le traitement qui existe diminue le nombre de virus dans le sang, au point où on ne peut plus transmettre le virus. On a une charge virale indétectable. C'est-à-dire que la machine qui en fait compte les virus dans une goutte de sang, il y a un seuil en deçà duquel la machine va dire qu'elle ne voit pas. Dans la plupart des machines, je pense en deçà de 40, elle va vous dire qu'elle ne voit pas. Donc quand on a des virus, un nombre de virus aussi bas dans le sang, donc une charge virale indétectable, on peut avoir des rapports sexuels non protégés avec son partenaire. Et avoir des enfants aussi. Bien sûr. Qu'on soit infecté, et qu'on soit déjà une charge. Non, déjà je parle du couple, parce que la transmission mère-enfant, c'est... Donc dans le couple, c'est-à-dire on peut avoir des rapports sexuels non protégés et ne pas transmettre le virus à son partenaire. Voilà qui est rassurant pour ces couples qui... Donc c'est autant de messages qu'on passe, et je pense qu'au fur et à mesure, c'est ça qui a aussi amené à beaucoup de personnes à accepter et même à partager avec leurs partenaires, sachant qu'elles ne peuvent pas transmettre à leurs partenaires. Quand elles ont ces informations, ça les amène à partager et à vivre mieux. Vous savez, avant, le test de VIH, c'était comme pour avoir accès à un emploi, on vous demandait. Bon, maintenant, c'est des choses qui ont diminué. Donc aujourd'hui, on a mis sur pied les autotests. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles en pharmacie? Les autotests, ça dit qu'à un moment, chacun pouvait aller en pharmacie acheter son test et aller se dépister. Je sais que c'est dans le cas du ministère de la Santé avait mis ça à disposition des hôpitaux, de certains organismes, organisations à base communautaire. Sur le plan communautaire, justement, nous réservons, puisque déjà l'algorithme de dépistage est assez clair et peut aider. Dans les autotests ici, nous réservons vraiment plus pour les personnes qui sont difficiles d'accès. Ça veut dire, lorsqu'on fait peut-être une campagne de dépistage, une personne n'est pas disponible, lorsqu'on demande d'aller à l'hôpital, il n'est pas. On propose souvent l'autodépistage comme moyen un premier moyen de contrôle, parce qu'on ne peut pas se fier directement sur le résultat de l'autotest pour pouvoir faire le diagnostic. Parce que c'était vraiment fiable. Non, l'autotest, normalement, s'il est bien fait, le résultat est confirmé, donc il n'y a pas de problème. Mais le tout, c'est que, étant donné que la personne qui utilise l'autotest, ça peut être, comme vous avez dit, une prostituée, ça peut être un monsieur lambda qui ne comprend pas ou qui peut-être pas vraiment utiliser le test et qui peut biaiser les résultats. C'est pourquoi on utilise ce test-là un peu comme une méthode de tri qui permet effectivement que celui qui
l'a réalisé en communauté, s'il il est non réactif, parce qu'on ne peut pas parler de positif, il est non réactif, alors au niveau de la communauté, il sait qu'il doit prendre des mesures de prévention et éventuellement ça rassure même plusieurs d'aller vraiment faire un test pour pouvoir confirmer qu'ils sont négatifs. Et celui qui est réactif, dont nous avons comme sur le terrain des acteurs communautaires, des pères éducateurs comme elle a précisé, des ASC, dont le rôle est effectivement de les accompagner pour qu'ils aillent faire un test pour confirmer si ils sont effectivement positifs ou si jamais le résultat était mal fait, et puis en fonction de ça, on apporte des mesures d'accompagnement correspondant aux résultats obtenus. Mais c'est quand même une bonne idée, ces autotests, pour ces personnes qui ont peur d'aller à l'hôpital, peut-être de peur d'être stigmatisées, peuvent aller dans leur chambre elles-mêmes, s'auto-tester et avoir une idée. Et même s'il faut après aller voir un médecin, au moins elles ne sont pas stigmatisées, elles savent déjà que voilà. Je voulais dire une chose, puisqu'on reste sur la stigmatisation. Si jamais vous avez une restauratrice qui, vous êtes peut-être au courant, peut-être à la télé ou à la radio, qu'une restauratrice porte le virus, le VIH par exemple, est-ce que vous serez à même de pouvoir chaque fois aller dans ce restaurant? Si le patient est effectivement malade et qu'il est sous traitement, déjà ça réduit énormément le risque de pouvoir transmettre. Ça veut dire qu'on parle de, si avec une charge virale indétectable, on parle, dans certains pays, on parle même d'intransmissible. Ça veut dire qu'on ne peut même plus transmettre. Vous le dites parce que vous êtes au courant de... Oui, justement, l'idée ici, c'est que nous sommes ici, effectivement, c'est pour pouvoir éduquer les uns et les autres. Ça permet également à lutter contre la stigmatisation. Ça veut dire qu'avec cela, au moins, on est sûr déjà de cela. Maintenant, et même dans la cuisson, il y a un certain nombre d'étapes. C'est pas comme si la personne consommait, ingérait directement le sang d'une personne infectée. Ça veut dire que même pour qu'on parle de cela, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes séropositives qui allaitent leurs enfants et leurs enfants ne sont pas infectés. Donc, qui montre effectivement que on ne peut pas être, parce qu'on est restauratrice et puis qu'on puisse transmettre la maladie aux gens. Et voilà, parlons de la transmission mère-enfant. C'est quand même un aspect important. Docteur, dites-nous. Parce que si aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore en 2027 des mamans qui continuent de transmettre le VIH à leurs enfants? De moins en moins, mais malheureusement, oui. Si celles qui échappent aux consultations prénatales, si elles ne se font pas suivre et qu'elles sont séropositives, elles ont des chances de transmettre le virus à leur bébé. Mais on sait que si elles se font prendre en charge, c'est pour ça que désormais, dès la première consultation prénatale, le test du VIH, c'est vraiment un examen clé qu'on demande. Et dès qu'on les met sous traitement, celles qui sont séropositives, elles font des bébés, elles les allaitent même désormais, parce qu'à l'époque, on proscrivait même l'allaitement. Mais on sait qu'avec le traitement qui réduit la charge virale, qui rend la charge virale indétectable, elles ne transmettent plus le virus. Donc, on a des mamans séropositives qui ont fait toute leur maternité. Elles ont découvert, elles ont été dépistées à la première maternité, elles ont fait 4-5 enfants qui sont tous séronégatifs. Est-ce que les traitements sont accessibles à tous les malades? Le traitement du VIH est gratuit au Cameroun. Il est gratuit pour toute la population. Et c'est un traitement, maintenant, il est le plus simple possible, le traitement de première ligne qui est pris par la majorité des patients. Dans mon centre de traitement, de prise en charge, à peu près 90% des personnes vivant avec le VIH sont sous ce traitement-là. C'est un seul comprimé par jour. Donc ça a vraiment été réduit, vraiment, pour faciliter la tâche. Alors, parlons de la prise en charge des enfants. Pourquoi on a l'impression que ça ne semble pas marcher autant que celle chez les adultes? Bon, on a encore des soucis avec les enfants. Bon, vous savez, la prise en charge de l'enfant implique son parent ou son tuteur. Et souvent, vous savez, quand le tuteur où le parent n'est pas impliqué, ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que souvent on travaille avec des organisations à base communautaire qui vont même jusqu'à suivre ces enfants dans leur milieu de vie. Et ensuite, quand ces enfants passent à l'adolescence, qui est quand même une étape assez particulière où l'adolescent remet tout en question, c'est vraiment la période du non. Donc, c'est tout ça qui rend difficile, un peu compliqué la prise en charge chez les enfants. En ce qui concerne la prise en charge chez les homosexuels au Cameroun, ça se passe comment? Bon, il y a la notion, l'aspect juridique dans notre contexte qui veut que l'homosexualité n'est pas reconnue est réprimée dans notre contexte, mais
En termes d'accès aux soins, puisque c'est des populations, en tout cas c'est un groupe de population où la prévalence est beaucoup plus élevée que dans la population générale. Donc pour ce groupe de personnes également, sur le plan sanitaire, beaucoup de choses ont été faites. Mais jusqu'ici, on se rend quand même compte que c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de progrès. À l'époque, on parlait d'une séroprévalence de 44%. Chez ces personnes, ça veut dire que sur pratiquement 4 à 5 personnes sur 10 étaient malades. Wow. Mais je pense qu'avec... sur combien? 4 sur 10. Sur 10 personnes, 4 à 5 étaient malades. Oui. Donc, justement, je pense qu'aujourd'hui, avec des interventions, vu que nous sommes avec les derniers chiffres de l'enquête IBBS, nous sommes à 24% en moyenne chez ces populations. Docteur, tout à l'heure, Freddy, dans sa rubrique innovation scientifique et technologie en matière de santé, est revenu sur les innovations qui révolutionnent la prise en charge et il nous a parlé de ce traitement injectable mensuel. Est-ce qu'il est déjà disponible au Cameroun? Avez-vous déjà entendu parler? Non, ce n'est pas encore disponible au Cameroun. Donc pour le moment, nous n'avons que le traitement par voie orale et comprimée. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été menées, notamment chez les enfants, pour voir l'acceptabilité d'un traitement injectable. C'est des études qui sont en cours. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la communication autour de VIH/SIDA a disparu. Ok. On ne dira pas que la communication a disparu complètement. Bon, la communication est là. Mais c'est juste qu'elle a changé et elle s'est adaptée effectivement à son environnement. Si je prends au niveau communautaire par exemple, comment est-ce qu'on communique aujourd'hui? On a parlé des causeries éducatives, on a encore d'autres stratégies par exemple, comme les stratégies aujourd'hui avec, qu'on appelle aujourd'hui les stratégies online, avec on intègre les groupes des populations clés où on véhicule les messages. Ça peut être des groupes WhatsApp, ça peut être des groupes Facebook, ça peut être où effectivement la communication continue. Et l'idée ici étant de vraiment adapter la communication à chaque groupe cible. Parce que par le passé, beaucoup ont été effrayés par le VIH parce qu'on a fait une communication de masse. Lorsqu'on disait tu es malade, il peut montrer à des personnes chétives et tous ces éléments. Ça fait que même celui qui était séro-négatif ou celui qui était séro-positif mais qui n'était pas encore à ce stade-là croyait que c'était tout. Donc aujourd'hui maintenant, avec ces approches-là, on adapte plus la communication en fonction de l'interlocuteur. Donc la communication n'a pas du tout disparu. Elle s'utilise. Elle a plutôt changé de forme. Elle a changé de forme. On ne va plus à la télé pour donc ça veut dire faire les spots. Si on veut parler à la télé, ce sera plus des activités comme encourager les gens à se dépister, encourager les gens à je pense que la communication évolue avec. Oui. Maintenant, comme je vous ai dit, les personnes vivantes avec le VIH, c'est une maladie chronique. Elles vivent le plus longtemps possible. Donc maintenant, on intègre même d'autres messages. Une personne vivant avec le VIH, elle peut développer un diabète, une hypertension. Comment est-ce qu'on gère les deux? Parce qu'elles vivent déjà, leur espérance de vie a beaucoup évolué. Donc maintenant, on adapte les messages en fonction. Nous n'en sommes plus à l'époque, effectivement, comme disait Boris, où c'était vraiment le message de la mort, quoi. Donc ne t'infecte pas parce que dès que si tu attrapes le VIH, c'est la mort. Nous n'en sommes plus là. On sait qu'avec le VIH, on vit le plus longtemps possible. C'est le message qu'on passe. On peut mener une vie, avoir une vie de famille. Je retiens qu'avec le VIH, on vit le plus longtemps possible. Alors, on s'achemine déjà vers la fin de cette émission. Mais docteur, avant qu'on ne se sépare, Boris, récemment, le président américain a annulé l'aide apportée par son pays aux États africains dans la lutte contre le VIH/SIDA et le Cameroun en fait partie. Est-ce que cette décision a eu un impact au Cameroun dans la prise en charge? Dans la prise en charge, ça s'est ressenti. Bon, de façon générale, c'est plus dans les financements donc, qui ont subi des coupes, des réductions, etc. Les personnes qui travaillent, les projets, beaucoup de projets ont dû être suspendus. Bon, en ce qui concerne les patients directement, jusqu'ici, nous étions déjà dans un système où on donnait le traitement aux patients tous les 6 mois, tous les 3 mois pour les patients stables. Pour leur faciliter la tâche, quand un patient a une charge virale indétectable, il est suivi depuis plus d'1 an, il a une charge virale indétectable, on a mis sur pied ce qu'on appelle la dispensation multi-mois. Au lieu de le faire revenir tous les mois, on donnait 3 mois, voire 6 mois en fonction des situations. Quand il nous signale par exemple qu'il voyage.
Bon, avec la réduction des financements, ça a fait que pendant un certain temps, nous avons eu des problèmes de stock de médicaments, ce qui a fait qu'on a dû rationaliser. Au lieu de donner 3 mois pour pouvoir satisfaire tout le monde, on a été amené à donner un traitement mensuel. Ce qui a fait que ça a amené les patients à revenir plusieurs fois. Et à grincer un peu les dents. Voilà. Mais je pense que maintenant, la situation est en train de se stabiliser. Et désormais, maintenant, on est en train de plus en plus à revenir au multi-mois, notamment quand on a vraiment en face de nous un patient, par exemple, qui a des problèmes de financiers pour pouvoir revenir à la formation sanitaire de façon mensuelle, qui doit se déplacer. Pensez-vous que le Cameroun peut avoir la capacité de riposte si ses partenaires dans la lutte venaient à tous se retirer? Ce serait certainement un problème qui va je veux dire, ça demandera certainement à réfléchir, à trouver de nouveaux financements, parce que la lutte contre le VIH au Cameroun est beaucoup soutenue par les partenaires techniques et financiers. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que le ministère de la Santé de plus en plus engage la discussion là-dessus. On essaye de trouver d'autres voies pour pouvoir rendre pérennes toutes les actions de lutte qui ont été instituées depuis un certain nombre d'années. Et c'est votre mot de la fin. Merci, docteur Nathalie Elonkana, d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, Boris Victorien, d'être passé sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de votre magazine de la santé Check-up, qui ce soir était consacré au VIH-Sida. Ceci en raison de la célébration le 1er décembre de chaque année de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Notre numéro WhatsApp, c'est le 679 47 39 83, mais aussi vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Check-up sur Canal 2, c'est en un seul mot. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Nous vous retrouvons mardi prochain lorsqu'il sera 21h.